et que tout d'un coup on rencontre Ayrton Senna qui déboule dans le magasin, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de relations avec lui, mais j'en ai eu plein d'autres. Ouais. J'ai eu Michael Schumacher, j'ai eu Lafitte, j'ai eu Prost, j'ai eu Keke Rosberg, j'ai eu Elio De Angelis qui est un ami, j'étais passé des vacances chez lui en Italie, et il est venu avec moi sur un stand à Lausanne, m'aider pendant une semaine sur un stand de la compétition. Il est resté avec moi pendant une semaine, donc c'était en fait incroyable parce que je méritais peut-être pas ça, mais en fait je l'ai eu. Et donc avec Stand 21, c'est vrai que ça m'a permis quand même de rencontrer en fait les meilleurs pilotes du monde. Moi c'est Julien.com, vous venez de lancer mon tout nouveau podcast Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seul sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. #Julien.com. Bon visionnage. Et salut les amis, c'est Julien.com. Alors on se retrouve pour un nouveau podcast de Garage.com que je vais avoir l'honneur de co-animer avec Gérard Costa, ici présent. Salut Gérard. Bonjour. Bonjour. On se retrouve ici dans un magasin plutôt particulier qui fait office un petit peu de référence et de camp de base pour tous les pilotes locaux. C'est un magasin qui s'appelle Espace Automobile, qui est situé à Saint-Julien-en-Genevois, qui existe depuis 49 ans. Alors moi, tout à l'heure, j'avais dit 40 ans, mais c'est vrai que c'est 49 ans. C'est phénoménal. Et pour le coup, 49 ans, c'est aussi 49 ans d'histoire, de passion et d'anecdotes automobiles. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. On va parler aujourd'hui avec Gérard Costa, qui est le créateur, fondateur et exploitant de ce magasin, de cette institution. Et voilà, on va aborder plusieurs thèmes. On va commencer d'abord par peut-être son enfance, les racines de la passion automobile, et puis après on va découler tranquillement sur diverses anecdotes. Gérald, tu veux bien nous expliquer un petit peu dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu es d'ici déjà? Alors, je suis de Haute-Savoie, absolument. Okay. Je suis né à Saint-Julien-en-Genevois, donc c'est pas très loin. Mais il est vrai que la passion automobile est venue un peu plus tard. D'accord. Disons que quand j'étais très jeune, j'étais passionné par la montagne et le ski. Ok. Et donc j'étais plutôt favorable à une carrière montagne et ski. Donc j'ai même enseigné le ski à la CLUSA plusieurs années en tant que moniteur. D'accord. Et je m'étais même engagé à l'ENSA. Donc l'ENSA, c'est l'École nationale de ski et d'alpinistes, pour devenir guide. Donc je n'ai pas donné suite, mais j'étais plutôt orienté par surtout le sport de montagne et de glisse. Tu as quel âge? Alors, je suis senior. Senior. Senior, c'est post-60. Voilà. Donc, alors, il est évident que, comme tout moniteur, l'été, il faut travailler. Oui, clairement. Donc, j'ai trouvé un job en Suisse dans un magasin d'équipement de sport compétition automobile. OK. Donc, évidemment, ça m'a plongé dans le bain très rapidement. Et c'est vrai que j'ai apprécié ce monde-là, ce monde de sport automobile, les pilotes et tout. Et comme je voulais quand même faire une affaire, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de te lancer dans ce métier-là, puisque je trouvais que ce métier était intéressant, on rencontrait des personnes intéressantes, le contact avec les pilotes était très favorable. Donc, je me suis décidé à dire, je vais essayer de créer une société de distribution d'équipements compétition en France. On est dans quelles années là à peu près? Alors on est dans les années 74. Ok. Donc évidemment que pour créer une société, je voulais pas non plus y aller sans repère. Donc j'avais déjà pas mal fait de circuits, de rallyes comme ça en spectateur, et j'avais souvent vu une société qui s'appelait Stand 21, qui était présent un peu sur les courses et tout. Donc je me suis dit, je vais monter à Dijon voir son directeur, son boss, et je vais lui demander conseil
pour voir si vraiment j'avais une hallucination en faisant ça ou s'il y avait une possibilité. Alors je suis monté voir Yves Morisot, qui est le boss de Stand 21, qui a ouvert en 1970. Okay. Et là vraiment, je suis tombé sur un personnage exceptionnel qui m'a encouragé immédiatement et qui m'a même plus qu'encouragé, puisqu'il m'a dit si tu fais ça à Saint-Julien, nous on te propose une franchise. D'accord. Et étant donné que ce fabricant équipait à l'époque plein de pilotes de Formule 1, Jacques Lafitte, Alain Prost, Depailler, enfin tous ces pilotes de l'époque, je me suis dit, ben, c'est une aubaine parce que ça va me propulser tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par la case départ. Alors j'ai accepté. Oui. J'ai accepté et en effet, ils m'ont donné les armes, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit ce qu'il fallait faire comme stock, ils m'ont dit comment fallait opérer au départ, parce que c'est vrai que c'était pour moi une découverte quand même. Et franchement, ça a été un ouragan. C'est-à-dire que le premier jour que j'ai ouvert, j'avais 30 personnes devant le magasin. Ah oui. Parce que, en fait, c'était Stand 21, l'enseigne, et qu'elle était connue dans toute l'Europe, et que les clients suisses adoraient ce fabricant, et puis les pilotes français. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner 10 ans. Pour resituer un petit peu pour les plus jeunes de nos auditeurs, il n'y avait pas Internet, les amis, à l'époque. C'est ça aussi. Non, il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de magasins en France. En tout cas, moi, à Saint-Julien, le premier magasin était à Lyon. Ok. Donc, ça veut dire que... Et le deuxième à Berne. Ouais. Donc, ça veut dire que j'avais disons une zone très importante de pilotes. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet. Donc, c'est vrai que là, les gens venaient au magasin. Et c'est vrai que je regrette un petit peu parce qu'il y avait quand même... J'ai vu tous les pilotes au magasin. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quelquefois, malheureusement, je ne les vois même pas. Je les découvre quelquefois sur des photos, mais je ne les connais pas parce qu'ils sont passés par Internet. Ouais, ça c'est un petit peu le changement de maintenant. C'est un petit peu le changement, voilà. Mais bon, voilà, c'était l'époque et c'est une grande époque du sport automobile. Ça m'a permis de rencontrer plein de pilotes de F1 puisqu'on allait en réunion à Dijon. Le patron Yves Morisot était propriétaire du golf de Dijon, donc Lafitte et Prost étaient des bons golfeurs. On se voyait, on se retrouvait, c'était bon enfant. Et bien sûr, le fait de rencontrer ces gens-là qui étaient en Formule 1, eh ben, ça m'a ouvert des portes incroyables, quoi. Je veux dire, non seulement je les ai côtoyés en tant qu'amis, mais deuxièmement, ils m'ont ouvert des portes que j'aurais... Des gens qui m'appelaient, alors que ça faisait à peine 2 ans que j'avais ouvert, comme le Chardonnay, qui était à l'époque l'importateur Lancia et qui s'occupait de Bernard Darniche pour le champion du monde des rallyes, qui m'appelle pour lui faire sa collection et puis rencontrer Bernard Darniche pour lui faire ses équipements. Alors que j'étais Gérard Costa à Saint-Julien et que j'étais un tout jeune dans l'équipement. Donc ça m'a ouvert des portes importantes. Et Yves Morisot a été un grand déclencheur pour moi, le sport automobile, parce que premièrement, il est avant-gardiste, hein, c'est le premier fabricant qui a fait une combinaison dite élastique, qu'on appelait à l'époque pyjama, que tous les pilotes de F1 avaient. Okay. Il n'y avait aucune autre marque qui faisait ça. C'est lui qui est bien sûr, on doit à lui le Hans. Ah oui. Donc bien sûr, donc ça veut dire que c'est une personne qui a beaucoup travaillé pour la sécurité des pilotes de F1, qui a toujours été en avant-garde sur vraiment la qualité des produits, que ce soit anti-feu, que ce soit de sécurité au choc. Et vraiment, il m'a apporté, alors sans compter, hein, parce qu'il m'a aidé tout au long du temps que j'ai passé avec eux en franchise. Il m'a vraiment aidé beaucoup par les connaissances, par me présenter à d'autres instituts. Et vraiment, j'ai apprécié cette période parce que ça a été un peu pour moi un déclencheur, oui. C'est lui qui m'a fait quand même... j'ai été aux 24 heures du Mans avec lui. Et vraiment, il m'emmenait partout sur les Grands Prix de F1. Et vraiment, ça a été un déclencheur pour moi. Et c'est un personnage que j'apprécie toujours aujourd'hui beaucoup et que je vois assez régulièrement, qui est un peu mon point de départ de l'équipement compétition automobile. Et on parle justement des Grands Prix de F1 des années 70-80. C'était comment à cette époque-là, un Grand Prix de F1 ? Alors, un Grand Prix de F1 à cette époque-là, déjà, on était dans les stands. Ah oui ? Voilà, c'est-à-dire que la plupart du public allait dans les stands.
Donc il y avait pas de, il y avait des petits badges, mais on pouvait se les procurer assez Ouais, facilement. c'était pas comme maintenant. Non, non. Et en plus, le public était prêt. Je me rappelle du Grand Prix de Dijon. On était au bout de la ligne droite, à côté du rail. On était dans les virages dessous. Et les pilotes étaient dans le public. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, un pilote de Formule 1, il y a peu de possibilités de le voir. Ouais. Avant, René Arnoux, Jacques Lafitte, ils venaient à la buvette au Grand Prix de Dijon. Ah ouais? Donc voilà, donc on parlait avec eux, et c'est vrai que le public prenait des photos avec eux, et c'était vraiment, vraiment une convivialité qui n'existe plus. Alors peut-être par le système de sécurité aussi, Ouais, clairement. mais en tout cas c'était vraiment, ouais, c'était très bon enfant. C'était des grands prix qui étaient, nous alors on était équipementiers, donc c'est vrai qu'on avait une possibilité supérieure à les rencontrer. Ouais. Mais par contre, j'avais des amis qui étaient dans le public, ils allaient facilement chez Renault Sport, chez Ferrari, pour voir les pilotes. Ouais. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très sympa. Ouais, j'imagine que ça devait être quelque chose. On retrouve un petit peu maintenant cet état d'esprit encore en endurance sur certains circuits, je pense notamment à Spa, où il y a encore une certaine possibilité d'accéder au paddock, d'accéder aux pilotes. Par contre, effectivement, la F1, ça s'est foutu. Maintenant, c'est cantonné derrière les grillages ou alors sur les gradins, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, Voilà. c'est notre Oui, période, quoi. C'est vrai qu'en endurance, il y a encore... l'endurance n'a pas suivi la F1 dans les codes de restriction. Ouais. Et c'est vrai que les 24 heures du Mans, par exemple, Matthias Bech m'a beaucoup invité. J'y étais une fois, et c'est vrai que je déambulais chez Ferrari, chez Matthias Bech et tout, assez facilement. Ouais. Et ça, c'est vraiment... enfin, quand on aime le sport automobile, c'est intéressant, parce que moi, je me rappelle d'un Grand Prix à Manicourt, que j'avais été avec mon frère, où j'avais pas trop cherché à avoir de billets ni rien. On était à 100 mètres de la piste, quoi. Ouais. Donc, on voyait les voitures comme ça. Donc, c'est moins intéressant, Ah, quand c'est même. clair. C'est moins intéressant. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc dans le coup, 70-80, la création du premier magasin. Alors, j'ai créé le magasin en 75. Ok. Donc, évidemment, avec l'enseigne, avec la franchise Stand 21, qui était formidable à l'époque, qui est toujours formidable, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sociétés et tout. Oui. Mais à l'époque, c'était le leader et seul. Ok. Avant Stand 21, il y avait un fabricant qui s'appelait Jean-Louis Marnat, C'est de chez nous, ça. qui faisait les combinaisons en deux pièces, c'est-à-dire la veste, comme avait Steve McQueen au Mans. La Ok. veste et le pantalon. Ah oui. Voilà, non, mais c'est important parce que Steve McQueen, ça a été une grande épopée du sport automobile en France, aux 24 heures du Mans. Ouais. Donc il y avait Jean-Louis Marnat. Et Jean-Louis Marnat a arrêté en 70, quand Yves Morisot a créé son usine. Ok. Donc Yves Morisot est arrivé dans la nouvelle génération des combinaisons, avec des normes FIA beaucoup plus importantes. Et donc, ça nous a propulsés parce que à l'époque, il faisait aussi bien de la combinaison de l'équipement pilote que de l'équipement pour la voiture de compétition. On était importateur Recaro, des sièges, on était importateur de grandes marques, Ouais. et on faisait aussi bien pour la voiture. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance d'être propulsé. J'ai pas eu besoin de faire de la publicité, j'ai pas eu besoin de m'embêter avec la communication, parce que le fait que j'étais dans un cahier Stand 21 franchisé, les gens venaient de Berne, de Zurich, facilement à Saint-Julien. Ouais. À l'époque, pour venir de Sion, on mettait 40 minutes. Aujourd'hui, on met 2h30. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de clients suisses qui venaient au magasin. Ouais. Et puis, donc j'ai passé un moment incroyable avec Yves Morisot, qui m'a permis aussi de rencontrer des pilotes de F1 comme Ayrton Senna, et ça, c'était le Graal, disons, quand on a la possibilité de rencontrer des gens comme ça. Ouais, clairement. C'est vraiment, voilà, quand on est passionné de sport automobile et que la F1, on sait que c'est le niveau le plus élevé en matière, et que tout d'un coup on rencontre Ayrton Senna qui déboule dans le magasin, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de relations avec lui, mais j'en ai eu plein d'autres. Ouais. J'ai eu Michael Schumacher, j'ai eu Lafitte, j'ai eu Prost, j'ai eu Keke Rosberg, j'ai eu Elio De Angelis, qui est un ami. J'étais passé des vacances chez lui en Italie, et il est venu avec moi sur un stand à Lausanne, m'aider pendant une semaine sur un stand de la compétition. Il est resté avec moi pendant une semaine. Donc c'était en fait incroyable, parce que je méritais peut-être pas ça, mais en fait je l'ai eu. Et donc, avec Stand 21, c'est vrai que ça m'a permis quand même de rencontrer les meilleurs pilotes du monde.
En plus, j'allais bien souvent avec eux sur les Grands Prix, que ça soit travailler au 24 heures du Mans ou sur les Grands Prix. Et ça m'a permis d'être vraiment dans le bain très rapidement. Je pense qu'en faisant un magasin moi-même, sans stand 21, j'aurais jamais accédé à de telles choses rapidement. Ouais. Même si peut-être pas du tout même. Ouais. Donc j'ai connu ce monde de la F1, Didier Pironi, ça m'a permis de faire du bateau avec lui. Bon voilà, toutes ces choses-là étaient quand même très intéressantes. Et puis Yves Morizot, en 1980, a décidé d'avoir une orientation assez... qui pour nous était était importante, mais on pensait que ça ne marcherait pas. Il a décidé de faire uniquement l'équipement pilote. D'accord. C'est-à-dire de s'orienter uniquement sur la sécurité du pilote et arrêter tout ce qui était fourniture automobile. Okay. Pour nous, c'était impossible parce qu'en termes de chiffre d'affaires, on ne pouvait pas. Ouais. On ne pouvait pas continuer à exploiter avec uniquement les vêtements. Donc, malheureusement, on a dû trouver des solutions. Alors, Yves, qui est un homme très strict aussi, ne voulait pas que ses franchises vendent des équipements compétition voiture. Ok. Donc, on a cassé la franchise, mais en très bons termes. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé un peu seul. Mais un peu seul avec un bagage. Ouais. Donc, ça ne m'a pas beaucoup gêné parce que je me suis penché vers Hugues de Chaunac, Oreca, qui est aussi un institut important dans le monde de l'automobile. Et en fait, j'ai choisi mes propres fournisseurs, okay. tout en gardant la qualité de Stand 21. Et je vendais aussi des produits Stand 21. Donc, je n'ai jamais coupé les ponts avec Stand 21. Et donc, j'ai continué à faire, mais j'ai fait mes propres produits. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller voir en Italie, les combinaisons et tout, et j'ai fait mes propres produits. Okay. Et là, donc, c'était en 80. Donc, j'ai donc complètement changé aussi d'exploitation, puisque j'ai dû trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires. Et donc, voilà. Et je commençais vraiment à m'intéresser très fort au sport automobile. Et j'ai commencé par déjà participer pendant 2 ans à toutes les courses de Formule Renault et Formule Ford avec Goubet, qui est un jeune pilote chez moi. Et donc, je l'ai accompagné en tant que conseiller et manager. Et on a fait 2 ans de Formule Ford avec lui. Donc, c'était les tout débuts où je mettais les pieds un peu en tant que conseiller dans les courses automobiles. Parce qu'avant, j'étais quand même très observateur. Ouais, là, c'était vraiment partie prenante. Voilà, exactement. Donc, en même temps, j'avais gagné un bon de la part de Camille Gotti, qui était fabricant des fameuses roues Gotti qui équipaient à l'époque toutes les Formule 1. Et comme je vendais beaucoup de Gotti, j'avais gagné un stage de Formule Renault dont le lauréat gagnait 1 année de course en Formule Renault. D'accord. Alors, j'ai été comme j'ai vu gagner ce lot, j'ai quand même été à Manicourt et j'ai fait 1 semaine de stage et d'entraînement pour faire cet éliminatoire dont j'ai fini 16e sur 42 et dont il y avait quand même un pilote allemand devant moi qui était donc 15e et qui était en F1 après. D'accord. Donc voilà, donc c'était quand même, j'étais pas complètement nul, mais donc ça m'avait beaucoup plu. Et là, je me suis quand même posé la question, est-ce que tu ferais pas un peu de compétition et tout? Mais le problème, c'est que le business et la compétition, c'était pas trop possible. Ouais. Parce qu'on pouvait pas partir le mercredi en course et puis laisser le magasin. À l'époque, j'avais qu'un vendeur. Ouais. Et donc, je pouvais pas... mais c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit et c'est vrai que j'étais presque parti en compétition. Je me suis dit, il faut faire une saison compétition. Et puis donc... Et est-ce qu'à cette époque-là, donc là, 80, est-ce qu'à cette époque-là, c'était plus facile de se lancer dans la compétition que maintenant? Est-ce que c'était différent? Est-ce qu'il suffisait d'avoir les bons contacts et les gens avaient tendance, si on avait un peu de talent, à te suivre plus facilement? Est-ce qu'il fallait peut-être moins d'argent? C'était moins du business pur que maintenant? Alors c'est évident que déjà, c'était beaucoup moins d'argent. Ouais. Parce que moi, j'ai fait une course de côte, j'ai fait 2-3 trucs, ça coûtait rien. Ouais. Ça coûtait rien. Et puis il y avait peut-être moins de sécurité aussi sur les voitures. Il y avait moins de sécurité sur les voitures, il y avait moins de sécurité sur les équipements, parce que le casque, on prenait les casques moto pour rouler. Hein. Donc, non, c'était beaucoup plus facile. D'ailleurs, il y avait beaucoup plus de courses. Ouais. On n'avait pas ce phénomène d'homologation en outrance comme aujourd'hui avec la FIA. Ouais. Les arceaux, c'était des 3 points.
Ouais. Ça coûtait rien. Ouais. Mais par contre, c'était pas très sécurisé non plus. Hein. Mais par contre, c'était beaucoup plus facile. Moi, je sais que, en prenant l'exemple de Goubet, c'était un jeune, ça coûtait rien du tout de faire une saison de Formule Ford. Ah ouais. Je veux dire, on passait 4 trains de pneus dans la saison et 2 jeux de plaquettes. Ok. Et puis les engagements, c'était rien du tout. Donc, non, c'était beaucoup plus accessible aux jeunes de l'époque. Beaucoup plus accessible. Et on parle, par exemple, de l'exemple René Arnoux. Ouais. René Arnoux, c'est une personne qui vivait dans une caravane au fond du circuit de Manicourt, qui était metteur au point pour Martini. Si René Arnoux, aujourd'hui, il n'aurait pas accès à la Formule 1, ouais. parce qu'il est arrivé sans budget. Ouais. Il est arrivé parce qu'un jour, l'IGI avait un pilote qui était malade, et il faisait des essais, et c'est René Arnoux qui est monté dans la voiture. Et l'IGI a dit, mais qui c'est ce personnage? Quand il a vu les temps, il a dit, je t'engage. Alors qu'il n'avait pas de budget, je veux dire. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quasi impossible. Ouais. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui sont très très forts, qui n'acceptent pas à haut niveau, parce qu'ils n'ont pas le capital, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les sponsors. Non, c'était une époque vraiment beaucoup plus simple. En rallye, il faut savoir que les gens, ils roulaient la semaine pour aller au travail avec la voiture de rallye quand même. Ah ouais. Ah oui, moi, mon frère, il avait fait le Mont Blanc avec une R8 Gordini, il allait travailler à Genève avec la semaine. Donc c'était complètement différent. Je veux dire, voilà, c'était vraiment une autre époque. C'est vrai que l'évolution est passée par là, mais c'était quand même une époque où le sport automobile était plus accessible à tout le monde. Ouais, clairement. Ouais. Puis c'était plus dans les mœurs. Je pense que la jeunesse globalement entière aimait le sport auto à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus clivant. Disons, on avait déjà la possibilité de rouler vite sur la route. Ouais. Il n'y avait pas de radar. Voilà. Donc automatiquement, ça favorisait un peu le sport automobile. Parce que moi, ma première voiture, c'était une Alfa Giulia 1600. Malheureusement, je l'ai tenue un mois, quoi. Au bout d'un mois, cette voiture, malheureusement, j'étais un peu dans un virage, un peu trop à l'aise. Et donc voilà. Et on roulait très vite parce que je me rappelle quand j'allais à Annecy, le soir, je croisais 4 voitures. Ouais. Ah ouais, bon, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on roulait très vite sur la route. On allait faire le Salève le soir. Ouais. Les reconnaissances de rallye se faisaient quand on voulait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu t'engageais pour un rallye, tu allais reconnaître ton rallye quand tu voulais, à l'heure que tu voulais, quoi. C'était toute une autre époque, je veux dire. Le sport automobile était très accessible. Ouais. Il y avait déjà, alors je vais peut-être il y avait déjà la télévision dans les années 70. Oui. Il y avait quand même. Oui, merci quand même. C'est vrai que j'ai un petit doute quand même. Non, la télévision, elle était bien avant. La télévision, elle était déjà là en 60. Hein. Ok, bon, c'est bon. Il y avait déjà les retransmissions des Grands Prix de Formule 1 ? Alors, non. Non. Par radio. Ah, c'était la radio. C'était la radio. Okay. Alors, on écoutait à la radio, on entendait le bruit. Ouais. Mais non, il n'y avait encore pas de Grand Prix. Il y avait alors, par contre, il y avait des clubs qui filmaient, qui passaient les Grands Prix de F1. Mais non, il n'y avait pas de retransmission parce que le sport automobile est arrivé bien plus tard à la télévision. D'accord, ok. Ouais, donc vraiment, les passionnés se déplaçaient. Alors, quand ils pouvaient. Absolument. Je veux dire, c'était là où il y a eu le Grand Prix à Dijon, le Grand Prix de F1 à Dijon, où il y a eu le plus grand nombre de spectateurs en F1. On parle de combien de personnes ? Je ne sais pas, mais à l'époque, parce qu'on parle des époques aujourd'hui, mais il y avait à peu près 2 fois ce qu'il y a eu au dernier Grand Prix du Castellet, à Dijon. Ouais. On se garait à 4 km du circuit et on venait à pied. Parce que tous les champs étaient remplis de voitures. Ouais. Parce que premièrement, le billet d'entrée n'était pas très cher. Ouais. Et puis deuxièmement, la facilité de voir les voitures. Quoi. Ouais. Alors c'est vrai que les gens, comme il n'y avait pas la télévision, évidemment, s'ils voulaient voir un Grand Prix de F1, il fallait se déplacer. Ouais, fallait se déplacer. Donc il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde sur les courses de côte. Il y avait beaucoup de monde sur les rallyes. Moi, j'ai fait pendant à peu près 5 ans le déplacement sur le championnat de France des courses de côte. C'est là que j'ai connu mes premiers grands pilotes, en fait. D'accord. Comme Canin, Pozet, Pignard, et que j'équipais à l'époque, et qui ont été champions de France de la montagne. Et il y avait un monde fou. Ouais. Il y avait un monde fou, il y avait du monde tout le long de la course de côte, il y avait du monde. Ouais. Qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça, quoi. Parce que les gens, quand il y avait une course de côte dans un village ou dans une région,
même les gens qui n'étaient pas passionnés de sport automobile, ils venaient voir la course de côte, quoi. Ouais, c'est un événement. Ben oui, parce qu'à l'époque, le sport motorisé était quand même le sport qui montait, quoi. Ouais. Les voitures de plus en plus puissantes, voilà. Ouais. Donc c'était quand même un attrait. C'était un peu comme le foot aujourd'hui, hein. Ouais. Ouais, c'était vraiment, la chose la plus impressionnante qui existait à l'époque. Oui, c'était, voilà, on allait voir une course de côte ou un rallye, on n'a qu'à regarder des images du Monte-Carlo de 85, hein, où vous avez les gens, ils pique-niquaient dans les champs, il y avait le feu, il y avait les merguez, il y avait, et il y avait, je sais pas combien de milliers de personnes qui étaient alors il y en a beaucoup encore au Monte-Carlo, mais ça n'a rien à voir en nombre par rapport à 80, 85, 90, quoi. Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire Grand Prix de Monaco à ces époques-là? Oui, alors bien sûr, parce qu'en fait, avec Stand 21, Yves me demandait quelquefois d'aller porter les combinaisons. D'accord. Donc de F1, puisqu'il en faisait un peu pour tout le monde. Et bien sûr, j'acceptais, parce que pour moi, Monaco, c'était le Grand Prix où il y avait le frisson chaque fois, parce qu'on était quand même dans une ville, la motorisation, on l'entendait pleinement. Et puis bon, ça me permettait de revoir les pilotes de F1, quoi, qui étaient un peu quand même, pour le commun des mortels, inaccessibles. Oui, clairement. Donc moi, je portais des combinaisons à René Arnoux, à Alain Prost, à Jacques Lafitte, et c'était pour moi un honneur, quoi, de rencontrer ces gens, et puis de pouvoir rester avec mon badge et de pouvoir être tout au long de ce Grand Prix, quoi. Avec Beltoise quand il a gagné sur l'eau, enfin tous ces gens-là, quoi. C'était quand même, mais c'était aussi plus simple. Voilà, c'était le Grand Prix de Monaco, c'est pareil, il était accessible. Il y avait beaucoup plus de gens autour du circuit que sur les gradins. Alors que maintenant, il n'y a plus personne, à part les journalistes, la sécurité, il n'y a plus personne le long des grilles. Ah non, alors qu'aujourd'hui, que nous, on était au bord des grilles, quoi. On faisait le tour, pratiquement, on arrivait à faire le tour du circuit. Ah oui. Ah, ça devait être fantastique, ça. C'était assez fantastique. Alors bon, malheureusement, voilà, c'est des périodes qui ont évolué. Les voitures allaient quand même un petit peu moins vite, hein. Faut savoir aussi ça, hein, en virage, en ligne droite. Donc c'est vrai que elles étaient aussi moins sécurisées aussi, hein. Donc, mais c'est vrai que le sport automobile était au début, on a tous connu, hein, les rallyes en Espagne où les gens sont au milieu de la route, où les pilotes ont très peur parce qu'ils ont toujours peur d'écraser une personne, un spectateur. Et aujourd'hui, tout ça est fini, quoi. Aujourd'hui, ils ont les lois. On est régi par des lois, et l'organisateur, s'il n'accepte pas les lois, il ne peut pas organiser, quoi. Donc c'est malheureusement d'un autre côté, c'est pas plus mal, parce qu'à l'époque, c'était quasiment normal qu'il y ait des morts, quoi. Oui, à l'époque, quand il y a une voiture qui est entrée dans le public, il n'y avait pas trop de procès, en fait. C'était. Alors qu'aujourd'hui, il y a un public qui se prend un caillou dans la joue, il y a un procès, quoi. Donc oui, c'était. Non, et puis c'était une époque du sport automobile en or, quoi. On avait combien? On avait 10 pilotes de F1 français. Ah ouais? Oui. Donc c'était le parc automobile à F1 était presque le pilote français. On avait en endurance les Jabouille, tous ces gens-là qui étaient les meilleurs pilotes du monde en endurance. Donc en France, on avait en rallye Bernard Darniche, on avait Chatriot, on avait vraiment dans le sport automobile, dans toutes les disciplines, les meilleurs pilotes du monde. C'était quand même... voilà. Alors, on a eu par la suite aussi, avec Loeb et tout, bien sûr. Mais je veux dire, à l'époque, en pilote de F1, on était la plus grosse colonie de pilotes de F1 en France. C'est resté très longtemps européen, la F1. Oui, absolument. Et puis, il y avait à l'époque, il y avait l'école ELF, c'est-à-dire qu'ils prenaient des jeunes qui sortaient du karting et qui les formaient pour aller en Formule 1 direct. C'est-à-dire que le champion de France de karting était pris par l'école ELF. Et s'il était vraiment bon, il sortait chez Ligier avec un contrat. Donc ça, aujourd'hui, c'est fini. Ça n'existe plus. La filière, il n'y a plus de filière pour les jeunes. Alors, la FFSA a fait quelquefois des académies et tout, mais c'est très compliqué. Et puis, c'est juste pour quelques personnes, quoi. C'est pas... Il y a peut-être aussi maintenant beaucoup plus de pilotes qu'avant.
J'ai l'impression. Avant, il y avait une petite sélection de jeunes pilotes qui se démarquaient un petit peu. Maintenant, des championnats, que ce soit du GT4, du GT3, de l'endurance, des formules... Non, mais je crois qu'on parle plus d'eux maintenant. Mais je crois qu'il y en avait autant avant. Ah, il y en avait autant. Ouais. Ok. Mais je parle qu'ils étaient moins médiatisés. Ouais. Hein, donc, mais il y en avait autant. Okay. Moi, je me rappelle la filière Elf. Il y avait 300 personnes, 300 jeunes gens qui venaient pour 50 places. Pour 50 places. Donc, non, mais je pense qu'on les médiatisait moins. Okay. Il y avait moins de chaînes. Il y avait Eurosport, il n'y avait pas Eurosport. Donc, mais je pense qu'il y en avait autant. Je pense qu'il y en avait autant. Alors, par contre, ils avaient beaucoup moins de moyens, quoi. Ouais. Donc, ils accédaient difficilement à très haut niveau. Ouais. Est-ce que dans ton magasin ou alors dans les différents réseaux que tu as côtoyés, tu as eu la chance de côtoyer un pilote en devenir qui a fait des choses impressionnantes par la suite, mais à l'instant T, personne ne se doutait de la carrière qu'il allait avoir? Alors oui, moi j'ai eu la chance de... Alors dans le passé, j'ai eu la chance de Philippe Fabre, qui était pilote-essayeur en Angleterre. D'accord. Et qui venait déjà s'équiper chez moi pour le karting. Il habitait Genève, et ce garçon est venu plusieurs fois. Et je l'équipais pour le karting, en casque et tout. Il faisait du karting en Suisse et en France, il faisait championnat de France. Et un jour, il est venu, il me dit, il faut que j'achète une combinaison et un casque, je vais aller en Formule 1. Alors, j'avais même souri parce que j'ai dit, attends, il va partir en Formule 1. et en fait, c'était vrai. Il était pris par une équipe anglaise, j'en ai vu, c'est pas Tyrrell, pour faire des essais en Formule 1. Et en fait, il a fait 3-4 Grands Prix de Formule 1. Et après, il a fait beaucoup d'endurance en Angleterre. Et Philippe Fabre a été un pilote connu avec plusieurs pilotes suisses qui étaient très connus. Et plus récemment, Mathias Bech, que j'ai équipé en karting quand il avait 14-15 ans, et puis qui s'est retrouvé dans une équipe de pro aux 24 heures du Mans, au plus haut niveau. Et un pilote d'exception qui avait gagné au Japon beaucoup de places avec des formules Renault et tout ça, et des formules 2 et tout, et qui est monté au plus haut niveau en endurance. Il était chez Rebellon, il a fait des temps incroyables, exceptionnels aux 24 heures du Mans. Donc lui, je l'ai connu bien sûr tout petit. Après, j'ai plein de pilotes qui ont commencé, puis qui sont comme les Giraldo, qui commençaient à courir 2-3 fois, puis qui sont après venus assez importants, bien sûr. On a eu beaucoup de pilotes qu'on a accompagnés avec notre côté technique, avec aussi ce qui a toujours été ma fibre à moi, c'est-à-dire de les équiper dans un budget raisonnable. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été omnibulé par le tiroir caisse. C'est pour ça peut-être que ma structure est restée petite, parce que j'avais pas, comme certains, doubler les surfaces chaque année et faire de l'argent, comme on dit. Moi, j'étais plutôt... moi, ma passion de métier, ça a été quand même le convivial. Convivial, et de connaître les jeunes et de les aider. Ce qui m'a valu aussi beaucoup de budget, des fois des dépassements de budget énormes, parce que quand on ne sait pas dire non, on donne des budgets. Mais j'ai toujours été dans ce phénomène-là, c'est-à-dire essayer de trouver le meilleur produit au meilleur prix pour que le pilote puisse courir. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas qu'il achète une combinaison à 2 000 €, c'est qu'il puisse courir après avoir acheté la combinaison. Donc j'étais vraiment dans cette direction-là pendant tout le temps. C'est-à-dire que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, je le représente aujourd'hui pareil. Mais c'est vrai que j'ai connu beaucoup de pilotes, et bien sûr, l'intérêt aussi, c'est que j'ai mis les pieds dans la course. Donc, après avoir fait de la Formule Ford, j'ai eu Jacques Panciatici, qui était un pilote de rallye connu, qui me dit « J'aimerais bien faire les 24 heures sur glace à Chamonix avec Alpha ». Alors, comme je connaissais sur les rallyes... 24 heures sur glace? Oui, à Chamonix. Ça existe encore, ce genre de... Alors, ça n'existe plus, malheureusement, mais à cause de la glace. Mais ça a duré 20 ans. Les gars tournaient 24 heures sur glace? Alors, on ne tournait pas tout à fait 24 heures, mais on tournait beaucoup. Voilà. Donc, Panciatici m'a dit Alfa Romeo est d'accord de nous aider. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ils nous ont envoyé des Alphas, on les a mis dans l'atelier, et on a mis 2 Alphas.
sur les 24 heures sur glace de Chamonix, c'est moi qui étais le team manager et le conseiller. J'avais engagé Philippe Mermet, qui roule aujourd'hui encore en championnat d'Europe de VHC. Ok. Philippe Van Esbroes, qui vient de finir sa course en Espagne, donc en championnat du monde, hein, c'est ça, de VH. Goubet, qui était resté très ami avec moi. Et donc, on a fait ces 24 heures sur glace de Chamonix, et on s'est très très bien... On a eu des bons résultats, on a fini les 24 heures, et voilà. Alors, les 24 heures de Chamonix, on ne tournait pas sans arrêt 24 heures, mais par contre, c'était quand même assez long, puisqu'on faisait d'abord des essais jusqu'au vendredi soir, et le samedi, on courait par ordre de 4 heures. Donc, c'était quand même pas mal, avec changement de pilote. Donc, changement de pilote qui comprend la course. Ça veut dire que si le pilote il met les deux pieds dans la même chaussure pour monter dans la voiture, il a beau avoir gagné des secondes pendant 10 minutes, il les perd. Donc c'était assez phénoménal l'histoire de changer le pilote. Et en plus, on ne pouvait pas repartir tant qu'il n'était pas attaché. D'accord. Donc c'était compliqué. On s'entraînait, nous, des nuits entières à faire changer les pilotes dans l'atelier le plus vite possible avec le chrono à la main. Et les voitures, c'était quoi comme prépa, moteur Alors, le moteur était préparé. Alors, bien sûr qu'on avait des culasses, des pistons. On avait... alors, à l'époque, les Alphas, c'était double 45. Donc, on mettait des gros gicleurs. Et une voiture qui représentait 125 chevaux, on en tirait 160. Voilà, sur la glace. Mais en 4 roues motrices. Ah oui, 4 roues motrices. Voilà. Donc, c'était déjà très efficace, hein, puisqu'on n'avait pas de problème de poids. Donc la voiture, elle faisait 850 kilos parce qu'on enlevait tout, on la déblacsonnait. Donc c'était pas mal. C'était puissance poids, c'était assez intéressant. Et puis c'était long. Donc il fallait tenir quoi, parce que les copains, ils n'étaient pas toujours de bonne compagnie. Ils nous poussaient un peu, voilà. Donc il y avait beaucoup de Donc j'ai fait ça, j'ai fait ces 24 heures sur glace de Chamonix. Qui était intéressant. Et bien sûr, ma plus grosse opération, c'est les 24 heures du Mans. Voilà. Puisque un jour, je connaissais un constructeur qui s'appelait Graminger, qui était à Lausanne, et qui construisait des Cheta. Des Cheta, c'était des prototypes avec des moteurs 2 litres BMW qui développaient 300 chevaux. Ah, quand même. Et la voiture faisait 750 kilos. Et il me dit un jour, ça serait bien... J'aimerais bien mettre ma voiture sur les 24 heures du Mans. C'était quoi? C'était des typés proto ou C'est des protos, oui. C'est comme une Chevron, comme une petite LMP2. D'accord, voilà. Hein, très bien. Aujourd'hui, une MP2, c'est très gros. Une petite LMP2. Et puis, j'ai rencontré à la même époque Daniel Bria, qui avait déjà fait les 24 heures du Mans avec BMW. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et Daniel me dit, ouais, tu serais d'accord? Est-ce que ça te chanterait de t'occuper de tout? Puis moi, passionné comme j'étais, j'ai dit bien sûr. Et donc, on est parti aux 24 heures du Mans. J'ai organisé tout, c'est-à-dire 6 mois avant, j'ai organisé. Alors, j'ai eu quand même un grand coup de main par un personnage qui s'appelle Serge Rosset, qui était le patron de Kawasaki France, qui avait été plusieurs fois champion du monde avec Gaudier-Genoux d'endurance, et qui était à Saint-Julien. Moto, hein. Moto. Puisque Gaudier-Genoux ont été pendant 5 ans les champions du monde d'endurance avec Kawasaki, et c'est Serge Rosset qui était le manager et le faiseur de tout ça. Et quand je lui ai dit que j'allais faire le Mans, il m'a dit, moi j'ai des partenaires, je peux t'en présenter. Il y avait la 5 à l'époque, la 5e chaîne, et on avait été voir la 5e chaîne. Il m'avait donné un petit coup de main pour trouver des partenaires, et j'avais trouvé un budget complet. On avait les pneus Goodyear, on avait Coca-Cola, on avait un budget complet. Et donc on était aux 24 heures du Mans. On est à quelle époque là? On est en 76. Voilà. 24 heures du Mans, 76. Et là, on a fait des résultats incroyables. Daniel Bria a fait, en 2 litres, il a fait le 2e temps scratch en 2 litres aux essais. Et à minuit, on était 2e 2 litres. Voilà, en sachant que le premier, c'était Schlesser avec une Chevron, et que c'est une voiture qui était beaucoup plus puissante. Et malheureusement, comme les 24 heures du Mans, à 2 heures du matin, on a cassé un lobreau de transmission, et notre aventure s'est arrêtée au bout de la ligne Audière.
Mais par contre, c'était une très bonne aventure. Daniel Bria est resté un ami longtemps. Moi, ça m'a permis de redécouvrir vraiment à haut niveau la compétition, parce que là, on est en plein dedans, on est toute la nuit affairé, en changement de pilote et tout. Donc, c'était vraiment très intéressant pour moi. Puis en tant que chef d'orchestre, là, pour le coup. Chef d'orchestre, voilà. Donc, chef d'orchestre. Alors, j'avais pris ma licence en cas où un pilote aurait un problème. Ah, c'était possible. C'était possible à l'époque. C'est incroyable. Donc, on prenait sa licence, donc ce n'était pas la super licence, c'était une licence. Et s'il y avait eu un pilote, par exemple, De Goumois, parce que nous, on avait De Goumois et Bria, si un pilote avait un problème, je pouvais monter dans la voiture. Et j'avais d'ailleurs tourné avec la voiture pour voir comment ça marchait quand même. Mais voilà, donc malheureusement, j'ai pas mis le derrière dans le baquet. Et 24 heures du Mans sans chicane, la ligne droite. Sans chicane, oui. Posé sur l'accélérateur à attendre que ça passe, quoi. Voilà, il y avait les Inaltera qui roulaient à 380 sur une nationale. Et vous aviez une BMW qui roulait à 210. Donc, fallait faire attention aux phares. Et moi, j'ai fait une séance d'essai sur la pluie avec la Cheta, parce qu'on avait le droit en plus de faire des séances d'essai. Et j'ai voulu faire une séance d'essai pour voir ce que ça donnait. Et franchement, j'étais en pleine ligne droite d'Audière, et il pleuvait, il y a une Eltara qui a doublé, mais ça vous bouge presque la voiture. C'est vraiment impressionnant, et c'est là qu'on se dit, même aujourd'hui, entre les voitures de tourisme et les LMP1, c'est vraiment très dangereux, parce que la différence de vitesse est tellement importante. Et c'est vrai que mais à l'époque, c'était encore autre chose, parce qu'il n'y avait pas le goudron fait comme aujourd'hui. Il y avait le Dunlop, le ballon Dunlop, il y avait la cassure, elle existait. Donc, si on était trop vite, on se déportait de 3 mètres. Donc, c'était quand même encore les 24 heures du Mans où on allait chez l'habitant. Nous, on avait été hébergés par un garagiste qui nous avait prêté son garage et tout pendant toute la semaine avant. Ah, c'était l'aventure, quoi. C'était un peu l'aventure, voilà. Alors, j'ai fait ça, et c'était vraiment très bien pour moi, parce qu'en fait, je donnais des coups de main à droite à gauche à des pilotes, mais de faire vraiment une structure complète, ça m'avait bien plu, et je me suis dit, il faut que je refasse ça une fois. Ouais, et puis ça permet d'acquérir plus de notoriété, peut-être aussi... alors j'en profitais, oui, absolument. J'en profitais pour, bien sûr, j'en profitais pour voir des pilotes, pour les équiper, parce que j'allais pas faire équiper les pilotes que je m'occupais par d'autres fournisseurs. Donc c'est vrai que ça me permettait quand même de connaître et puis beaucoup de gens, beaucoup de fournisseurs. Tiens, oui, je donnais ma carte. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner beaucoup d'années, en fait, dans la notoriété du magasin. Et lancé en tant que team manager comme ça, est-ce qu'à l'instant T, ça t'avait pas donné envie de poursuivre cette expérience-là, te dire je vais me lancer peut-être en tant que team manager, peut-être à 100%, essayer de trouver d'autres compétitions à alors à 100%, à faire? Alors à 100% peut-être pas, mais bien sûr que ça m'a tenté, et je l'ai fait. Puisque la plus grosse opération que j'ai faite, c'est le Trophée Androse, avec Seat. Puisque, alors, ça a été vraiment un concours de circonstances incroyable. C'est Yves Loubet, qui a été vice-champion du monde de rallye, qui est un ami, qui un jour me téléphone, puis il me dit est-ce que ça te dirait de faire le Trophée Androse ? Fort des expériences précédentes ? Oui, parce qu'il m'avait vu que j'avais fait avec Alpha, que j'avais fait avec les 24 heures du Mans avec Bria. Et c'est vrai que j'étais souvent sur les circuits. Je donnais beaucoup de coups de main à des pilotes de rallye, de circuit. J'allais avec mon camion. C'est vrai que j'étais assez présent, quoi. Et puis, j'étais plutôt bien organisé. Mais c'est fou quand même, parce que c'est vraiment une autre époque, parce que quand on imagine maintenant une team qui se lance dans la compétition, on imagine des camions remorques, on imagine des stands de dingue, on imagine des mécanos, une organisation assez incroyable. Et toi, finalement, partant d'un magasin de vêtements, tu as réussi à emmener une équipe pour aller aux 24 heures du Mans. Oui, mais il y avait les camions et tout. Ah oui, aux 24 heures du Mans, alors il y avait moins de camions. Mais par contre, au Trophée Androse, il y avait les SMI et tout. Ah ouais ? Ah ben oui. Et tu gérais tout ça ? Bien sûr. Alors, pour les 24 heures du Mans, c'est vrai qu'on était encore en mode un peu bricolage. Je me rappelle,
c'est moi qui avais l'outillage dans le coffre de ma voiture. Donc, parce que quand on était à la pesée, la voiture, elle faisait 20 kilos de moins, donc on a dû mettre dans les sièges les clés pour pouvoir passer à la pesée. Mais ça a passé. Hein. Ça marchait ça à l'époque, d'accord. Ça marchait à l'époque. Et non, alors quand Yves Loubet est venu me voir, j'ai premièrement eu un premier rendez-vous avec Seat Usine. Ok. Donc là, on parle avec des ingénieurs. Et donc, ils m'ont dit, voilà, monsieur Yves Loubet me dit que vous seriez d'accord de monter un team pour faire le Trophée Androse. Moi, je dis oui, absolument, mais par contre, alors, je lui ai dit que j'avais pas beaucoup d'expérience, parce que bon, je voulais pas non plus me vendre quelque chose que je n'avais pas. Est-ce que ça faisait longtemps, le Trophée Androse, là, à cette époque-là? Alors, le Trophée Androse, il était très ancien déjà. Il était déjà depuis au moins 7-8 ans. Ok. Puisque le Trophée Androse a commencé, je crois, pas loin de 88-89 par Chamonix. D'accord. Et après, ça s'est séparé de Chamonix. Ok. Donc, alors j'ai monté un programme. Donc, j'ai dû trouver un ingénieur, parce que je ne suis pas ingénieur. Ouais. J'ai dû partir d'une page blanche en CAO pour construire les voitures. Ah, mais c'était... Avec un ingénieur. C'est même pas Seat fournissait les voitures pour. Non. Seat, ils m'ont dit, on tente. Ah, prends des voitures et rends-les compétitives. Je t'envoie les caisses et on tente. C'était quoi comme voiture à l'époque? C'était les Cordoba, Seat Cordoba. Donc on tente. Ben, pourquoi pas on tente? Alors quand il dit on tente, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Hein. Ouais. On n'a pas le temps de réfléchir 10 ans. Hein. Surtout que c'était 8 mois avant la première course. Hein. Tout à fait. Alors donc, je me suis organisé, j'ai trouvé un ingénieur, j'ai trouvé des mécanos, j'ai acheté un semi-remorque. Ah ouais. Et j'ai fait, il fallait un semi-remorque. Il faut un sacré budget là. Oui, il faut acheter un semi-remorque. Alors les locaux, je les avais puisque j'étais dans le local de l'immeuble que j'avais au début de Saint-Julien. J'avais 400 mètres d'atelier. Okay. Donc on avait le local. Et on a été chercher les premières Cordoba, les premières caisses chez le concessionnaire à Annemasse, et on a rentré les caisses comme ça, telles quelles, uniquement la coque, et on a dit, il faut qu'on fasse des voitures de course avec ça. Donc, j'ai pris un ingénieur qui s'appelait Michel McBurney, qui était un ingénieur irlandais qui avait créé la dernière Formule 1 Larousse. D'accord. Donc c'était un ingénieur déjà qui avait... Expérimenté. Hein. Très expérimenté. Et donc on s'est mis à table et on a créé de toutes pièces les voitures. On a été en Espagne, au siège de Seat, pour leur donner leur donner ce qu'on allait faire techniquement, parce qu'ils voulaient quand même savoir, ce qui était normal. Ouais. Donc on a proposé notre base technique, ils ont accepté évidemment. Et puis, on est parti, les voitures ont été faites, j'avais une équipe, on a dû ensuite faire également un deuxième semi-remorque pour les VIP, parce que sur tous les Grands Prix, Seat invitait tous ses concessionnaires. D'accord. Donc, c'est dire qu'il y avait 100 personnes d'invités. Donc, on a dû faire un SMI pour la structure et un SMI pour les VIP. Donc ça s'est très bien passé. La première course, alors on a fait des essais. Donc on a fait, je crois, plus de 15 jours d'essais avant la première course. Avec qui comme pilote? Alors, la première fois, on avait pris Yves Loubet, évidemment. On avait donc 2 filles. C'était le vouloir de Seat, Driano et Vergniaud. Christine Driano avait été vice-championne du monde des rallyes féminines. Driano, qui était championne de France sur terre. Okay. Et puis donc Yves Loubet et Baroni. Baroni qui était un bon pilote de rallye, mais qui était assez connu dans le monde du rallye. Et Yves Loubet qui était un très bon pilote de rallye, mais qui ne connaissait pas du tout la glace. Ouais. Donc la première année, ça a été un petit peu compliqué. Avec les performances. Déjà, la voiture, on a dû vraiment la finir comme il faut, quoi. C'est-à-dire l'asseoir, changer pas mal de choses. Et donc, la première année, on a fini pratiquement on a fini les 5 courses, mais les résultats n'étaient pas exceptionnels. Donc, en fin de saison, on s'est vu avec Seat, avec la direction de Seat. Et moi,
les pilotes, c'est vrai que ce soit les filles ou les garçons, ils étaient un peu en dessous de ce que j'aurais voulu. Ouais. Alors, pas pour des raisons que ce sont des mauvais pilotes, pour des raisons qu'ils n'avaient pas d'expérience dans la glace. Ouais. Donc moi, j'ai dit à Seat, si vous me laissez le choix des pilotes, je vous gagne le 2 litres. Seat ont dit, banco. J'ai téléphoné à Christophe Vaison, qui gagnait tout l'Androse, hein, avec Peugeot. Ouais. Donc Peugeot n'était pas très content, parce que j'allais le débaucher. Du coup, j'ai engagé Christophe Vaison. Est-ce que ça a un rapport avec Vaison Piste, le circuit? Bien sûr, c'est Christophe Vaison, c'est lui hein, qui a aujourd'hui un garage exceptionnel avec des voitures exceptionnelles dans son. C'est la caverne Alibaba dans son garage. Okay. Il a des Lancia Stratos, des 306 Maxi, voilà, c'est un garçon qui était très très vite sur la terre et qui savait piloter. Et il était donc pilote Peugeot. Okay. Donc je l'ai engagé. Alors ça a été un peu difficile parce que c'est un garçon qui est très fidèle. Il ne voulait pas partir de chez Peugeot. Mais par contre, quand je lui ai expliqué notre challenge, il m'a dit « Ok, je viens ». Donc j'ai engagé Christophe Vaison, Jean-Marc Gounon, qui est un ancien pilote essayeur de F1, Franck Lagorce, qui courait toujours à l'Andros, et Debanne. Debanne qui faisait l'émission à la télé... je ne me rappelle plus du nom, mais qui faisait une émission de télévision. Ouais. Mais Seat voulait le prendre pour la notoriété et pour la communication. Ouais. Mais par contre, cela dit, quand il est arrivé, il ne savait pas piloter. Quand il est reparti, il était plutôt bon. Ouais. Et première course, Val Thorens, on gagne le 2 litres. Donc voilà. Et donc Peugeot a fait démonter toute la voiture parce qu'il croyait qu'on était non conforme, mais non, on était tout à fait conforme. Et donc on a gagné le 2 litres cette année-là, et on a même gagné une course à Château-Latour, le scratch, devant Evan Muller, avec Christophe Vaison. C'est-à-dire que nous, on était en 2 litres. À l'Andros, tu as les 2 litres et les 3 litres et plus. Et donc, en principe, évidemment, les 3 litres et plus sont toujours plus performants que les 2 litres. À Château-Latour, on est passé en tête et on a mis les 2 Seat en tête, premier, deuxième. Voilà, donc ça a été l'apothéose avec les Espagnols, parce que c'est à la frontière. Seat était ravi et tout. On a reçu des félicitations pendant 15 jours. Et moi, j'étais très, très content parce qu'en fait, voilà, en faisant un team personnellement, sans beaucoup d'expérience, j'étais arrivé avec mes 2 voitures à les placer premier au Trophée Andros, qui était quand même une course très relevée parce qu'il y avait toujours des pilotes de Formule 1 et tout. Et ça m'a permis aussi de faire courir beaucoup de stars. J'ai fait courir... Caroline de Monaco. D'accord. J'ai fait courir Alain Lecomte. D'accord. Noah. Parce qu'en fait, de temps en temps, le week-end, on faisait venir des stars pour la communication. Okay. Et donc, voilà, Estelle Hallyday. Et donc, on a fait rouler des gens comme ça, qui ont été plus ou moins sympathiques, et qui m'ont cassé plus ou moins les voitures. Mais enfin, c'était pour la bonne cause de Seat, parce qu'ils avaient une communication très, très forte. Et apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit plus tard, c'est que le Trophée Andros les avait vraiment aidés dans la distribution des Seat Cordoba. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'était une très belle expérience. Très compliqué pour moi parce que c'est vrai que ça a été quand même une expérience dure parce qu'on partait le mercredi, on revenait le dimanche soir et le lundi on faisait des essais où on démontait les véhicules. Okay. Donc ça a été pendant 4 ans une vie un petit peu, et c'est quand tu disais tout à l'heure que j'avais envie d'être manager. Oui, mais là, j'ai vraiment vu le côté manager et le côté de la prise de temps et qu'en fait, la vie familiale à côté n'est pas possible. Ça veut dire que si on fait ce métier-là, il faut être seul, quoi. Parce que moi, à cette époque-là, je voyais ma femme le dimanche soir à partir de 22h et le dimanche matin, quoi. Voilà, donc... Et pourtant, c'était de la glace. Et c'était de la glace, oui. L'été, il ne se passe pas grand-chose, normalement. Alors, on roule tout l'été. Hein. Ah ouais, on roule sur des circuits terre pour les acquis. Hein. Okay. On allait beaucoup donc à Saint-Étienne. Il y a un circuit terre là-bas qui était aménagé justement avec du sable qui correspondait beaucoup avec la glisse de glace. Okay. Et donc, tout l'été, on roulait. Parce qu'en fait, pour la performance de la voiture,
pour les acquis pour les changements de techniques. Ok. Donc en fait, non, en fait, nous, le challenge qu'on a fait, pendant 3 ans, on a travaillé pendant 3 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrêt. Ok. Et le magasin tournait quand même. Alors le magasin tournait quand même. J'avais la chance qu'il soit au-dessus de l'atelier. Ok. Donc ça me permettait de faire l'ascenseur. Ouais. Et puis j'avais 2 personnes à l'époque dans le magasin qui étaient très très bien, qui étaient aussi des passionnés de sport automobile, Ok. qui ont bien géré. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que ça m'a mis un petit peu en veille mon activité parce que j'avais pratiquement plus la possibilité de m'en occuper beaucoup. Mais par contre, j'ai eu quand même 2 personnes qui ont bien géré le magasin. Ouais. Et ça m'a permis de pouvoir faire mon objectif de manager avec Seat Sport, qui m'ont proposé d'ailleurs de partir en Espagne à la fin pour prendre l'écurie en Espagne pour faire le championnat du monde de 2 litres. Mais bon, étant donné que je suis français, savoyard, et que c'était très difficile pour me proposer un départ pour l'Espagne. Ouais. Donc je n'y suis pas allé. D'accord, d'accord.